Cette utilisation de l'animal pour décrire les différents personnages n'est pas seulement à inscrire dans le souhait du romancier de solliciter l'imaginaire du lecteur, mais également à resituer dans le contexte du XIXe siècle et de la réflexion naturaliste de Zola, influencé par un certain nombre de scientifiques de son époque. Donc dans un deuxième temps, un grand B, nous allons voir cette lecture naturaliste de l'individu. Il est à noter tout d'abord que Zola a été fortement influencé par la physiognomonie de Lavater et la phrénologie de Gall, que nous allons détailler juste après. Pour cela, je vous conseille tout d'abord de regarder la vidéo dont vous trouvez le lien ici ci-dessous, qui s'intitule Le bestiaire zolien entre science et caricature, qui est une vidéo extrêmement intéressante et précise sur cette utilisation de ces ressources scientifiques de l'époque dans l'ensemble de l'œuvre de Zola, des Rougon-Macquart, et non seulement dans La bête humaine. Même si, comme vous le verrez, à la fin de la vidéo, il y a toute une réflexion qu'ici je ne développerai pas sur le profil du criminel, comme on le trouve à travers, par exemple, le personnage de Jacques Lantier et celui de Roubaud dans La bête humaine. Qu'est-ce donc que la physiognomonie? Si l'on regarde la définition, c'est l'étude du tempérament et du caractère d'une personne, à partir de la forme, des traits et des expressions du visage. On a donc cette idée d'une correspondance entre l'apparence extérieure de la personne, sa morphologie, et son tempérament, son caractère, sa psychologie, d'où la physiognomonie donnera aujourd'hui ce que l'on appelle la morphopsychologie. Vous avez ici une représentation de Charles Lebrun, qui est un peintre du XVIIe siècle, qui va influencer Lavater, puisque Charles Lebrun va mettre au point une méthode de démonstration géométrique, entre guillemets, qui serait capable, selon lui, de déterminer le caractère de chaque animal et celui des humains qui leur ressemblent. D'où cette mise en valeur de la reconnaissance et de la proximité troublante entre l'homme et l'animal, comme ici entre l'homme et l'âne, par exemple. Johann Caspar Lavater était un théologien protestant, un Zurichois, célèbre au siècle des Lumières, qui a redécouvert et diffusé la physiognomonie. En effet, c'était une figure clé du siècle des Lumières, un génial communicateur aux multiples relations, qui avait un succès extrêmement grand à l'époque, comme prédicateur charismatique notamment. Et il a travaillé en tant que philosophe, écrivain et théologien sur cette notion de physionomie, de physiognomonie qui le passionnait. Goethe était extrêmement admiratif de son éloquence chaleureuse. Lavater s'est intéressé en effet ici à une pratique qui existait déjà depuis l'Antiquité et qu'il a essayé de développer le plus possible dans cette analyse de l'apparence physique du visage pour essayer d'en déduire des traits psychologiques ou du tempérament. Évidemment, cette science ou pseudo-science a eu mauvaise réputation. Aujourd'hui, elle n'est pas acceptée véritablement en tant que science à cause des excès auxquels elle a donné lieu, puisqu'elle a notamment été utilisée pour soutenir des thèses racistes, et ce jusqu'au XXe siècle. Donc, bien entendu, ça n'était pas le cas et la revendication de Lavater, mais c'est une dérive que l'on trouve dans la physiognomonie. On en retrouve aujourd'hui une résurgence dans, vous savez, toute la réflexion sur la morphopsychologie.
Alors, vous trouvez ici deux citations, enfin une longue citation de Lavater dans son livre le plus connu, L'art de connaître les hommes par la physionomie. Et vraiment, c'est un ouvrage qui a eu un retentissement phénoménal au XIXe siècle notamment, qui va beaucoup influencer Balzac et la comédie humaine, et un certain nombre de romanciers, dont Zola. La physionomie humaine est pour moi, dans l'acception la plus large du mot, l'extérieur, la surface de l'homme, en repos ou en mouvement, soit qu'on l'observe lui-même, soit qu'on ait devant les yeux que son image. Donc, l'idée que la physionomie humaine, c'est l'apparence de l'individu, ce qu'il appelle sa surface. La physiognomonie est la science, la connaissance du rapport qui lie l'extérieur à l'intérieur, la surface visible à ce qu'elle couvre d'invisible. Dans une acception étroite, on entend par physionomie l'air, les traits du visage, et par physiognomonie la connaissance des traits du visage et de leur signification. Donc, il y a bien une sorte de présupposé de cette science, entre guillemets, qui vise à cette idée d'une sorte de parallèle, de cohérence et de correspondance entre l'apparence physique et les traits de caractère de l'individu. Ce qui pourrait expliquer l'intérêt de Zola et l'utilisation que Zola fait de l'apparence animale, par exemple, et de la réflexion et de l'attention dans la description physique de ces personnages, qui, autant dans les traits du visage que dans l'allure, par exemple, l'on a vu tout à l'heure de Philomène, témoignent d'un certain caractère, d'un certain tempérament. La phrénologie est une théorie qui va connaître un succès retentissant au XIXe siècle et influencer un certain nombre d'écrivains, de romanciers, de penseurs, dont Zola. Si on regarde la définition, c'est une théorie formulée par Gall, très répandue donc au XIXe siècle, qui supposait que les instincts, le caractère, les aptitudes, les facultés mentales et affectives étaient en partie des localisations cérébrales, conditionnées par la formation externe du crâne. Donc on a une sorte de recherche, évidemment, une sorte d'ancêtre très lointain, hein, évidemment, de la neurobiologie, qui essaye de comprendre en fonction de la forme du cerveau et en fonction de l'emplacement du crâne, un certain nombre d'émotions, de sentiments ou de traits de caractère, comme vous le voyez ici sur le dessin qui illustrait les théories de Gall. Lavater proposera même une gradation ici de la tête de grenouille jusqu'au profil d'Apollon. C'est une illustration composée de 24 gradations de la face et du crâne. Ces planches gravées au trait apparaissent pour la première fois avec des compartimentations dans le 4e et dernier volume de la traduction française, justement de son ouvrage, qui sera publié entre 1781 et 1803. On y retrouve bien sûr l'influence de Camper, qui sera importante dans la réflexion de Lavater, et vous voyez cette perception qui se fait jour petit à petit d'une sorte de gradation qui peut sembler problématique bien entendu par rapport à une sorte de hiérarchie entre l'homme et l'animal, mais également qui met en valeur, une proximité troublante entre l'apparence de l'homme et l'apparence de l'animal. C'est bien entendu un certain nombre de pensées qui vont être ensuite réutilisées, exploitées, instrumentalisées, bien entendu, dans des théories racistes, ce qui n'était pas le cas chez Lavater. Concluons à présent sur ce premier temps d'analyse de l'animal dans la bête humaine, en ayant exploré ce monde de bêtes qui est présent tout au long du roman. Et pour répondre à cette question, pourquoi parler d'animaux dans une intrigue sans animal? Nous avons donc vu, dans un premier temps, que cette omniprésence des animaux permettait tout d'abord à Zola d'installer tout un bestiaire
en demi-teinte, en contrepoint finalement de toute l'intrigue, pour innerver à l'intérieur de cet univers fortement humain et civilisé une présence sourde, mais néanmoins constante, de l'animal. Nous développerons cet aspect-là et les raisons de cette présence sourde dans notre grand 2. Deuxième aspect que nous avons vu, c'est l'importance évidemment pour un romancier d'utiliser toutes les ressources de l'écriture, de la littérature, de l'imagination et de la sensibilité pour donner vie et corps à la fois à son récit et à ses personnages, puisque la référence et l'utilisation de l'animal comme comparaison ou outil métaphorique est bien entendu une utilisation extrêmement riche et précieuse pour un romancier, puisqu'elle permet évidemment de convoquer tout un faisceau de connotations, d'implicites, qui mobilise à la fois, bien entendu, la vue, l'apparence, bien entendu, mais également les sensations, les émotions du lecteur, qui va associer à tel ou tel animal tout un faisceau de références, à la fois de perception, mais également de croyances, voire de connotations culturelles, comme on l'a pu le voir avec l'image du serpent par exemple. Enfin, nous avons pu voir dans un troisième temps que l'utilisation de l'animal était quelque chose qui s'inscrivait dans une sensibilité du 19e, très proche et intéressée par la physionomie et la physiognomonie et la phrénologie, par le courant naturaliste et l'intérêt de Zola, bien entendu, pour les sciences de son époque, qui se passionne, influencé en cela peut-être par la comédie humaine de Balzac, par les dernières réflexions scientifiques entre guillemets, ou qui se veulent du moins scientifiques, sur la réflexion sur l'identité humaine, sur la proximité éventuelle entre l'être humain et l'animal. Donc on a une double démarche, à la fois en tant que romancier créateur, qui travaille bien sûr sur l'imaginaire, son imaginaire et l'imaginaire du lecteur, et également romancier naturaliste, très avide et curieux des sciences, qui s'intéresse aussi à rendre compte, dans une démarche scientifique, d'une certaine existence de l'être humain. Nous pouvons donc, pour conclure, commencer du moins à répondre à cette question, la bête humaine est-elle un oxymore? Puisque comme vous le voyez ici, tout un réseau de proximité, de convergence se tisse petit à petit entre l'homme et la bête, entre les personnages et des références animales, et il semble qu'en effet ici, par la lecture scientifique et naturaliste de l'être humain, comme par l'utilisation artistique, esthétique, littéraire de l'animal, tout un faisceau de proximité, de familiarité, néanmoins, se tisse entre l'homme et la bête. De cette façon, nous pourrions dire que la bête humaine n'est pas nécessairement un oxymore, puisque, ici, il y aurait la constatation d'une proximité peut-être troublante, mais néanmoins d'une proximité entre l'homme et l'animal.